Je suis Jérôme Ferreira, interne en médecine nucléaire en 2e année à Paris. J'ai fait mon externat à Paris et je suis aussi référent des internes de médecine nucléaire à Paris avec ma co-interne Hélène Artigou. Alors la médecine nucléaire, c'est une spécialité qui est très peu connue auprès des externes parce qu'en général, ça n'a pas trop d'apport vis-à-vis de vos ECN/EDN. En fait, c'est une spécialité qui se fonde sur des médicaments qui sont dits radioactifs. C'est-à-dire qu'on prend une molécule qui sert de vecteur, ça peut être un anticorps, ça peut être un récepteur, etc. On ajoute un atome radioactif et selon le médicament qu'on obtient, on va avoir différentes propriétés. Donc actuellement, la médecine nucléaire, c'est on va dire 80% d'imagerie à la louche. Les deux grandes modalités, c'est la scintigraphie. Donc vous pouvez entendre parler pour les embolies pulmonaires, par exemple, il y a la scintigraphie pulmonaire. Mais il y a des scintigraphies d'à peu près tous les organes, thyroïde, rein, foie, cœur, cerveau, j'en passe. Voilà, c'est des modalités d'imagerie qui vont explorer différents domaines selon le traceur qu'on utilise et les indications. Et l'autre partie de l'imagerie, c'est le TEP scanner dont vous entendez pas mal parler en hématologie pour les lymphomes. Mais pareil, le TEP scanner, ça a des indications extrêmement variées on fait beaucoup d'oncologie en imagerie. Mais on fait aussi de l'inflammatoire, de l'infectieux, du cerveau, du cœur. Voilà, c'est déjà pas mal. Et d'autres choses encore que j'oublie sans doute. Ensuite, en fait, parmi ces imageries, ça va vraiment varier selon les types de médicaments qu'on utilise. Celui dont vous avez entendu parler aussi, c'est le FDG, donc le fluorodésoxyglucose, le glucose marqué avec du fluor, qui est un peu le standard entre guillemets du TEP scanner, mais on a d'autres médicaments d'autres radiotraceurs qui ont d'autres propriétés, par exemple le PSMA qu'on utilise pour les prostates, dont vous entendrez peut-être parler parce que c'est un petit peu à la mode. Et toute une partie de la médecine nucléaire, ça va être justement la recherche de ces nouveaux traceurs et leurs applications pour des recherches de plus en plus précises en fait dans leurs indications. Donc ça, c'est toute la partie imagerie. Et une autre partie qui se développe de plus en plus, notamment actuellement, c'est la partie thérapie, où en fait on utilise également ces médicaments radioactifs, mais qui ont d'autres propriétés, sans rentrer dans les détails, mais qui eux vont permettre de traiter en fait typiquement les cancers. Alors le plus classique dont vous entendez parler, c'est l'iode 131 pour les cancers de la thyroïde en endocrino. Mais on en fait d'autres molécules. Donc il y a pour les tumeurs neuroendocrines et aussi récemment, il y a pour les cancers de la prostate, le lutetium PSMA, qui est un médicament qui gagne de plus en plus de place. Ce qu'on appelle en fait, tout ça, c'est la radiothérapie interne vectorisée où on fait des injections. Et ces médicaments radioactifs vont émettre des particules qui vont aller viser les cellules cibles. Et ça se développe beaucoup en ce moment aussi. Donc c'est une activité de thérapie, mais c'est pas, en tout cas actuellement, c'est pas de la salle comme on peut avoir en oncologie. C'est plus, on va dire, soit ça ressemble à une activité de consultation avec les patients qui viennent pour des cures en mode hôpital de jour. Ils viennent le matin, on fait le traitement et puis ils repartent soit le soir, soit le lendemain matin selon les équipes. Et on fait des imageries de contrôle pour vérifier que ça marche. Imagerie et thérapie, ça s'oppose pas. Les deux sont complémentaires. On a besoin de l'un pour que l'autre fonctionne, d'accord ? Voilà. Sinon, il y a toute une partie de recherche, mais je pense qu'on y reviendra plus tard. Moi, ce que j'aimais beaucoup en médecine, c'était tout le côté transversal. En fait, je me voyais pas faire un organe pendant toute ma vie. Ensuite, il y a autre chose qui me tenait beaucoup à cœur, c'est la qualité de vie en fait. Perso, les gardes et les astreintes et bosser le week-end jusqu'à pas d'heure, c'était pas trop mon truc quand j'étais externe. Et je voulais définitivement pas ça quand j'étais interne et encore moins quand j'étais chef. Donc la médecine nucléaire, ça a cet avantage de pas de garde quand vous êtes chef. Pas de garde quand vous êtes interne selon les villes, en tout cas à Paris, on n'a pas de garde aux urgences quand on est en médecine nucléaire. Il y a quelques exceptions quand vous êtes en stage clinique, mais c'est assez rare. Et pas de week-end bossé non plus en médecine nucléaire, il n'y a pas d'astreinte le week-end en général. Donc, sauf exception peut-être en France, mais
Donc voilà, d'une part il y a la qualité de vie, il y a le côté transversal que je disais. En fait, vu qu'on touche à pratiquement toutes les spécialités, on garde quand même un certain niveau, on va dire, dans toutes les spécialités médicales. Donc franchement, ce que j'ai appris pendant l'externat, il y a pas mal de choses qui me servent. Alors pas tout forcément, genre l'ophtalmo, ça s'oublie très vite parce qu'on n'a pas de lien avec eux en médecine nucléaire, mais tout ce qui est oncologie justement, du fait qu'on participe au RCP, que si on s'intéresse, on reste quand même à peu près à jour, ça fait qu'on reste quand même assez efficace dans la plupart des domaines. Ensuite, un critère qui est pas négligeable, c'est aussi que, bon, ça rentre dans la qualité de vie pour moi, mais c'est que le salaire en activité libérale est plutôt pas mal, on va dire, par rapport aux spécialités. Même si c'est à risque de modification, vu que la Sécu est en train de revoir les cotations en général pour tous les actes. Mais on reste quand même une spécialité assez bien rémunératrice pour l'activité libérale pour ceux que ça intéresse. Parce que oui, l'activité libérale en médecine nucléaire, ça peut aussi bien se faire en public, en CHU, en CH, que dans des centres privés qui ressemblent à des gros groupes de cabinets de radiologie, si vous voulez. C'est pas des médecins nucléaires qui sont dans leur dans leur cabinet de consulte, parce qu'il faut quand même un équipement avec des machines qui coûtent plusieurs millions. Donc en général, c'est plus des associations de médecins nucléaires qui se regroupent. Mais voilà. Actuellement, c'est plus un tiers fait que du public, un tiers fait que du libéral et un tiers fait du mixte. Donc il y a cette liberté de mode d'exercice. Autre avantage de la médecine nucléaire, c'est pas bouché vis-à-vis des postes. Dans le public, c'est sûr qu'il y a de la place. Ça recrute un peu partout. Sans forcément avoir besoin de faire un master 2, etc. selon les endroits, je précise. En libéral, vous pouvez trouver des remplacements facilement et après vous pouvez avoir un poste d'associé ou de collaborateur, etc. Mais ça c'est un peu comme dans toutes les spécialités. Donc voilà, il y a les débouchés qui sont assez tranquilles aussi. Alors, c'est relatif parce que moi j'adore ma spécialité et je l'adore même avec ses défauts. Ce qui peut ne pas convenir à tout le monde, c'est le rythme. C'est-à-dire que des fois, on peut avoir des temps morts entre quand est-ce qu'on a les images du patient, si vous voulez. Ou pas on se tourne les pouces parce qu'on trouve toujours quelque chose à faire. Mais vous allez avoir des petits temps morts. Bon, ça peut être utile pour faire de la biblio à ce moment, rechercher des cas sur internet, vous former sur quelque chose, mais voilà, peut y avoir des petits temps morts. Autre chose, si vous aimez les gestes ou les urgences, la médecine nucléaire, je pense pas que ce soit pour vous parce que franchement on n'a pas d'urgence au jour le jour. La médecine nucléaire, on utilise des radiotraceurs qui nécessitent un certain temps pour se distribuer dans les organes, dans le corps. Pour le FDG, c'est environ 1 heure d'attente, si vous voulez, entre le moment où on l'injecte et le moment où on fait les images. Donc il n'y a pas d'urgence vitale, et ça c'est un côté qui, je pense, peut manquer à certaines personnes qui veulent des trucs assez punchy, type RIA ou urgence, c'est ce que je comprends tout à fait, mais c'est pas mon truc et c'est pas le truc de la plupart des internes de médecine nucléaire. Autre petit point négatif, c'est que comme on dépend des médicaments radiopharmaceutiques, on dépend aussi de leur livraison, c'est-à-dire qu'en fait si vous avez un échec de production, si vous avez un retard de livraison sur un certain radiotraceur, ça peut décaler vos examens et donc vous finissez un peu plus tard dans la journée, voire ça peut même faire annuler l'examen pour le patient, ce qui est aussi assez chiant pour lui, quoi. Dans les points négatifs, alors je vais en parler maintenant, c'est pas forcément un point négatif, il y a un peu du pour, un peu du contre, mais en médecine nucléaire on a une formation qui est nationale en fait, où tous les internes de médecine nucléaire de 2e année se réunissent sur le campus de Saclay, donc en Île-de-France, pour la formation théorique en fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir les 30-40 internes de France qui se réunissent et on va faire ce qu'on appelle Saclay 1, donc ça va être la première partie de nos cours à Saclay, où ça va être beaucoup de parties de physique et de comment fonctionnent les caméras, comment fonctionnent les médicaments, comment on détecte les photons, etc. C'est assez théorique et le truc un peu chiant, c'est qu'on a un examen écrit dessus en fait à la fin.
bon, c'est un peu le passage obligatoire pour tout le monde. C'est un petit peu ce qui nous protège aussi de notre spécialité, qui fait qu'on peut pas être... que par exemple les syntiqueurs peuvent pas être vraiment faites par les cardiologues. Voilà, ça protège un petit peu nos examens, et ce qui fait que on est assez spécifique. Il n'y a que nous globalement qui pouvons faire ça. Mais c'est vrai que la partie devoir se déplacer à Saclay pour des internes qui viennent de Marseille par exemple, ça représente un certain coût qui est pas franchement pris en charge pour l'instant. Ça va peut-être être modifié, mais ça peut représenter un coût. Des questions au partiel alors qu'on est à bac plus 7, 8. Bon, c'est un peu relou, mais voilà, ça se valide sans trop... Enfin, faut bosser quoi, ça se fait. Et après, il y a une deuxième partie qu'on appelle Saclay 2, où là, c'est des trucs beaucoup plus pratiques sur comment on interprète une syntiqueur, quels sont les pièges à voir, etc. Donc ça a des avantages, ça permet de rencontrer toute sa promo au niveau national, ça c'est assez cool, ça permet de faire des liens. Mais la partie examen à valider, c'est aussi assez chiant, on va pas se le cacher. Voilà, après sur les... Oui, en médecine nucléaire, vous avez pas de geste, hein. Ça c'est pour ceux qui aiment ça. On a juste... de temps en temps, on va au bloc opératoire, enfin au bloc de radio interventionnel, pardon, pour des traitements qu'en fait on injecte dans les veines et qui vont... on travaille avec la radiologue interventionnelle, où en gros ils vont injecter ce qu'on appelle des sphères d'yttrium, où en gros ça va aller sur la tumeur, on l'injecte directement dans le sang, le radiologue interventionnel met son cathéter et ça va aller directement cibler la tumeur. Donc voilà, on est amené, mais c'est le radiologue interventionnel qui fait le gros du travail. On a des injections de ganglions sentinelles, mais c'est juste des petites injections sous-cutanées, hein. C'est pas... Si vous êtes fan de cathéter, de voie centrale, etc., c'est peut-être pas pour vous non plus. En médecine nucléaire, globalement, quand vous arrivez le matin, je vais prendre la partie imagerie, parce qu'il y a des stages qui sont dédiés thérapie, où je suis pas encore passé, c'est un peu plus marginal, vous en faites un peu moins de la thérapie quand même, pour l'instant. Mais en imagerie, en gros, vous allez vous poster sur une vacation, donc c'est-à-dire vous allez typiquement soit vous poster en TEP scanner, soit vous poster en scintigraphie. Vous arrivez le matin, donc les horaires c'est variable selon les centres, ça peut être soit 8h, soit 9h, soit 9h30, voilà. Moi en ce moment je suis plutôt aux alentours de 9h30, voilà, ça dépend vraiment des endroits. Et en gros, vous allez commencer à regarder les dossiers, vous allez jeter un coup d'œil sur la vacation, qu'est-ce qui vous attend dans la journée, est-ce que ça va être surtout des scintigraphies osseuses, est-ce que ça va être du rein, est-ce que ça va être... Voilà. Vous essayez d'avoir un ensemble une vue d'ensemble de votre journée. Ou en TEP scanner, vous allez regarder ce que vous allez avoir comme traceur et comme patient. Vous allez protocoler les examens, c'est-à-dire vous allez dire au manipulateur radio avec qui on travaille... Voilà, ça va être un FDG standard, donc il me faut une acquisition qui va genre du haut du crâne jusqu'à mi-cuisse, où là il me faut un corps entier, et là il me faudra une acquisition complémentaire sur le cœur. Voilà, tout ça c'est en fonction des indications de ce qu'on veut. Et après, vous allez avoir les examens qui arrivent. Donc normalement, si c'est assez bien organisé et selon les centres, ça va être un rythme assez régulier d'examen, c'est-à-dire que vous allez en interpréter un et l'autre va arriver quand vous aurez terminé pratiquement d'interpréter le premier. Donc on regarde ça sur nos logiciels d'imagerie. Alors c'est pas le PACS ou Carestream que vous connaissez à la PHP en tout cas. C'est des logiciels qui sont plus dédiés vraiment en lecture d'imagerie. En général on a 2 écrans pour voir différentes façons, que ce soit en axial, en coronal, en sagittal en même temps, etc. Pour qu'on soit plus à l'aise, parce que interpréter sur Carestream c'est compliqué, on va dire, c'est pas très adapté pour nous. Donc on jette un coup d'œil rapidement, voir en lisant l'indication, voir ce que ça en est, on fait une comparaison avec les anciens examens s'il y en a. On recherche aussi rapidement des critères d'urgence à l'imagerie, si vous voulez une fracture de C2, un hématome extradural, voilà, enfin des choses qu'on peut découvrir un petit peu fortuitement et qui nécessiteraient une prise en charge rapide. Alors selon les endroits, et ça c'est très centre dépendant, très chef dépendant,
vous pouvez faire une consultation post-examen en fait avec votre patient. Pas tout le monde le fait, hein. Des fois les patients rentrent chez eux sans avoir vu de médecin. Ou en fait, soit vous allez leur dire que l'examen est terminé, vous pouvez leur annoncer les résultats ou non. Bon, si le patient demande à voir ses résultats, ça, la conduite générale, c'est on va voir le patient. Ça, c'est dans 95% des endroits. Si le patient demande à voir un médecin explicitement, il verra un médecin. Mais c'est pas, il le voit pas de façon automatique. Donc après, c'est à vous si vous voulez annoncer qu'il y a une rechute, etc. Ça dépend des endroits, mais voilà, moi ça m'est déjà arrivé d'annoncer à des patients qu'ils avaient une rechute de leur cancer, de leur lymphome, etc. Heureusement, on annonce plus souvent des bonnes nouvelles, en mode soit c'est en réponse complète, soit c'est en bonne voie, etc. Faut savoir trouver sa place vis-à-vis des cliniciens, c'est-à-dire du médecin référent, donc l'oncologue, le pneumologue, etc. Parce que quand on trouve un nodule pulmonaire à un patient, souvent c'est la question. Après, c'est est-ce que c'est un cancer et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que voilà, moi je leur dis qu'on on va probablement pousser l'exploration plus loin. Mais encore une fois, faut voir avec son pneumologue ou son oncologue référent, c'est eux qui décident. Moi, j'ai pas envie de. Je lui expose ce qu'on peut faire, soit ça sera de la surveillance, soit on va aller faire des biopsies, qu'il y a deux façons de faire des biopsies. Donc j'informe le patient, mais je lui dis bien que c'est pas moi qui prendrai la décision. Et de toute façon, c'est décidé en réunion, etc. Voilà, ça c'est un petit peu comme vous voulez, hein, les consultations d'annonces, etc. Quand on a un rythme important d'examen qui sort, c'est pas forcément évident de faire des consultations à tout le monde, mais sinon les examens en médecine nucléaire sont pratiquement à 100% toujours relus et validés par un senior. Parce qu'il y a quand même un gros impact thérapeutique, donc la plupart du temps en fait quand vous interprétez un examen en tant qu'interne, le senior, soit vous en discutez directement avec le senior qui dit voilà je suis d'accord avec ton interprétation à l'oral, et après vous rédigez le compte rendu, donc à l'écrit ou avec la dictée vocale, soit le senior le corrige sur le reste de la vacation en fait, et il revient vers vous s'il a fait des modifications, voilà. Mais... En tout cas à Paris on est tout le temps seniorisé, ça c'est sûr. Si on a la moindre question, les chefs sont disponibles. Et voilà, une fois que les examens sont terminés, ciao bye bye, vous rentrez chez vous quoi. On fait pas trop de présentéisme. Sur Paris en tout cas, on a assez régulièrement notre journée de formation, donc ce qui fait que c'est 4 jours par semaine de stage si vous voulez. Et parce que légalement les internes c'est 8 demi-journées par semaine et une demi-journée en formation autonome et une demi-journée en formation sous la responsabilité du terrain de stage. Donc bref, en gros, en général, ça fait une journée off ou une demi-journée sur stage où vous faites genre de la biblio, vous faites votre thèse, voilà, et une demi-journée chez vous où vous bossez en autonomie. L'internat de médecine nucléaire, c'est 4 ans pour l'instant. Ça restera 4 ans pour la prochaine promo et je pense que ça va le rester pendant un moment, mais ça sera peut-être amené à se modifier avec la thérapie. En tout cas, pour l'instant, c'est 4 ans. Phase socle, 2 stages à faire, un stage en médecine nucléaire et un stage dit clinique, c'est-à-dire souvent fait en oncologie médicale ou oncologie radiothérapie ou hématologie, médecine interne ou des choix un peu plus extravagants selon le coordinateur s'il est d'accord ou ou selon vos envies. J'ai des co-internes qui ont fait un stage en rhumatologie parce que ça les intéressait. Voilà. Ça c'est la maquette de façon générale. Il y a des endroits où plutôt qu'un stage clinique, ils vont vous faire un stage de radiologie en première année, ce qui est pas déconnant non plus. Mais de façon générale, c'est un stage clinique et un stage de médecine nucléaire en première année. Après, il y a la phase d'approfondissement qui dure 2 ans. Donc dedans, il y a 2 stages de médecine nucléaire, un stage libre qui est fait à 95% du temps en radiologie, parce que dans TEP Scanner, il y a scanner et c'est quand même une spécialité qui a beaucoup d'imagerie. Donc c'est bien de se former aux autres modalités. Et un deuxième stage clinique, donc qui peut être à Paris, ça peut être fait en
en stage de médecine nucléaire qui valide la thérapie, c'est-à-dire où on fait beaucoup plus d'activités de thérapie, donc l'iode 131, lutetium PSMA, etc. Tout le versant où on traite les patients que j'avais abordé au début de la réunion. On peut faire un stage comme ça à Paris et dans certaines autres villes, pas toutes, mais et ça valide un stage clinique. Sinon, il y a bien sûr possibilité de faire de la radiothérapie ou de l'oncologie médicale si jamais ça vous intéresse, mais en général, c'est plutôt la thérapie en médecine nucléaire qui est cool. Et après, c'est la phase de consolidation, donc docteur junior, où c'est 2 stages de médecine nucléaire. À Paris, ça peut être fait soit 2 fois au même endroit, soit 2 stages différents en fait. Voilà. Il y a Saclay 1. Alors il y a une semaine de rappel de maths en phase socle, genre à la fin de la phase socle qui se fait sur Paris. Il y a 2 fois 3 semaines de Saclay 1, donc tout ce qui est cours de physique et instrumentation qui se fait quand vous êtes en 3e semestre. Et la phase de Saclay 2, donc tout ce qui est côté pratique et interprétation, c'est 4 semaines en 5e semestre, en novembre. Après, évidemment, avant la phase de docteur junior, il faudra valider la thèse. Et avant la fin de l'internat, il y aura le mémoire à valider. On n'a pas besoin d'être un fanat de l'informatique ou de la physique pour faire de la médecine nucléaire, ça c'est sûr. C'est surtout pour le partiel, en fait, c'est ok, il y a de la physique, mais c'est chiant pour tout le monde à valider, on va dire. Mais une fois que c'est passé, après, au quotidien, les bases physiques dont on se sert au quotidien, franchement, elles s'acquièrent très vite, on va dire. FST, ça n'existe pas pour la médecine nucléaire. Peut-être un jour, quand il y aura plus de thérapie, ils modifieront quelque chose là-dessus, mais en tout cas, pour l'instant et pour les prochaines années, il n'y a pas de FST. Après, tout ce qui est DU, alors vous pouvez totalement associer des DU d'imagerie, qui sont de base destinés aux radiologues, mais enfin... Selon les DU, vous avez totalement le droit de vous inscrire. Je pense par exemple à l'ostéo-articulaire, ça peut être intéressant de se former un peu plus sur le scanner en ostéo-articulaire. Certains endroits, il me semble, qu'ils font des DU d'échographie, notamment pour les échographies thyroïdiennes. Comme ça, ils sont capables de faire l'échothyroïdienne, puis la cytoponction, puis la scintigraphie thyroïdienne, donc de faire du tout en un pour les patientes qui viennent pour un examen de la thyroïde avec des petits nodules. Il y a aussi certains chefs qui font les DU des épreuves d'effort. Donc ça, en général, c'est les cardiologues qui font les épreuves d'effort, mais un médecin nucléaire peut totalement passer le DU et faire passer lui-même le DU d'épreuve d'effort. Donc il sera là pour encadrer l'épreuve d'effort du patient et il lira le CG à la fin. Et ensuite, il pourra faire la scintigraphie myocardique pour chercher des signes d'ischémie ou de nécrose post-effort. Certains médecins nucléaires qui font... c'est les plus vieux en général qui font que les examens qui leur plaisent, on va dire. Qui vont avoir une tendance à se surspécialiser en cœur, en thyroïde, en thérapie, en neurologie. Mais on garde quand même une activité assez transversale. Et moi, c'était un des critères, un des principaux critères qui me tenait à cœur, c'est de pouvoir avoir une activité transversale. Je voulais pas me retrouver à faire que de la scinti-os ou que de la scinti-thyroïdienne. Peut totalement avoir une appétence pour la neurologie, mais à côté de ça, faire quand même des TEP tout venant, faire des scintiqueurs tout venant. L'un n'empêche pas l'autre. Et on n'est pas obligé de se surspécialiser à la fin de l'internat. Alors, c'était pas... A posteriori, ça c'est sûr que je suis beaucoup plus heureux dans ma vie en tant qu'interne qu'en tant qu'externe. J'étais externe à Paris, donc à Paris 6, en bonne université. Où globalement mes stages ça allait quand même, on était quand même bien traités. Il y a des stages qui se passaient plus ou moins bien, mais voilà, je faisais stage tous les matins. Je bossais pour les partiels quand j'étais en D1, D2, D3. Bon, évidemment, j'ai passé le CN version pas EDN, donc j'avais pas les écos ni tout ça. Donc un peu différent de vous, mais voilà, j'allais en stage tous les matins, je bossais pour les partiels. Ça fonctionnait par pôle, et en gros, dans notre fac, à la fin de la D3, on avait fini le programme, on avait fait un tour de à peu près toutes les grosses matières normalement.
Donc l'année de D4 c'était un système de révision. Notre fac a organisé beaucoup de conférences, donc ça pour le coup c'était assez cool. Et globalement je faisais une matière par semaine on va dire, donc le tour de la cardio en une semaine, puis le tour de la pneumo, puis la médecine interne, voilà, ça c'était... Je me calais sur le rythme des conférences de la fac en fait. Mon gros conseil pour les ECN c'est négligez pas les petites matières qui sont pas si petites. MPR, santé publique, médecine du travail. C'est des trucs qui sont de plus en plus à la mode dans les questions. C'est des trucs, si vous avez bossé, vous pouvez avoir des points, etc. Enfin, c'est vraiment à ne pas négliger. Ça et la LCA. Après, par rapport à la médecine nucléaire, j'étais pas du tout passé en stage quand j'étais externe. Et franchement, si c'est à refaire, je pense que j'irai pas en médecine nucléaire parce que la plus-value pour le concours, c'est une spécialité qui est hyper intéressante et que j'adore. Mais vis-à-vis du programme des ECN, on est quand même dans la bonne spécialité de niche, on va dire. Donc en tant qu'externe, franchement, je suis pas sûr que j'y retournerai. Par contre, après les ECN et après que j'ai eu mon résultat, j'ai demandé à passer. J'ai envoyé un mail à la chef de service de la Pitié de médecine nucléaire. Où je lui ai dit voilà, je suis intéressé et je suis passé 3 jours là-bas pour découvrir la spécialité. Ça, si c'est quelque chose qui vous intéresse, que ce soit en médecine nucléaire ou ailleurs, franchement, je vous le recommande. Alors, c'est sélectif. C'est sélectif. Pas autant que la dermato ou l'ophtalmo. Alors, vous pouvez retrouver les rangs limites sur internet. Il y a des sites qui sont bien foutus pour ça. J'ai plus les noms, mais vous pouvez facilement le retrouver normalement. Alors, pour ce qui est de Paris, enfin, déjà pour la médecine nucléaire en général, on est des petites promotions. On est 35 à 40 par an en France au total. C'est très peu. Il y a plus d'internes de radiologie à Paris tous les ans que d'internes de médecine nucléaire en France. En radio, ils sont genre 50 je crois à Paris versus nous, on est 30 tout en France. Ce qui fait que c'est des petits effectifs par ville. Et donc, qui dit petit effectif dit extrême variabilité au cours des années. Je pense à ma poteau de Nantes qui est arrivée 9ème aux ECN à mon année. Elle s'est positionnée sur médecine nucléaire à Nantes. Bah voilà, si vous n'avez pas battu la 9ème, vous n'aviez pas la chance. Alors que l'année d'après, c'était remonté un peu plus loin, vers 500, 600, si je dis pas trop de conneries. Donc voilà, d'une année à l'autre, ça peut extrêmement varier parce que Nantes, en fait, il n'y avait qu'une place. Donc s'il y a quelqu'un devant vous qui s'est mis dessus et qui bouge pas, c'est un peu raté, on va dire. Pour Paris, le rang limite alors le rang limite, en général, ça remonte jusqu'à 3000 en France. Je crois que c'est Nancy qui est pris en dernier en général. Voilà, ça se retrouve sur internet. En tout cas, ça dépasse rarement les 3000. Et pour Paris, plus précisément, ça c'est assez stable. On est un sac poste tous les ans. Et ça devrait continuer comme ça. Oui, on tourne autour de 2200 pour le rang du dernier prix. Voilà, donc pour le premier prix, ça varie entre 600, 1000 et le dernier entre 1100, entre 2000 et 2200 selon les années. Je rajouterais que sur Paris, en médecine nucléaire en général encore une fois, il n'y a pas trop d'importance à votre rang de classement au sein de la promotion, comme on peut avoir dans d'autres spécialités. Étant donné que, alors à Paris, il y a une offre monstre de stages. Il y a 20 terrains de stage environ en médecine nucléaire versus 5 internes par an. Vous avez le choix, quoi. Enfin, vous pouvez aller à peu près où vous voulez. Il y a des stages qui sont récurrents, où les gens vont à peu près, où chacun essaie d'y passer pendant son internat, parce que certaines sur-spécialités, parce que voilà, très bonne équipe, très bonne entente. On a 3 stages en libéral, ce qui n'est pas le cas partout. Mais voilà, que vous soyez au 1er ou 5e en médecine nucléaire à Paris, ça change pas grand chose, on va dire, à la qualité de vos stages. Et pour les autres villes, en fait, ils ont beaucoup moins de centres, donc en général, votre maquette est déjà pratiquement préfaite quand vous arrivez dans la ville. Et selon les villes, vous pouvez facilement faire un interchu ailleurs aussi. La question de l'interchu à Paris, je suis
pas sûr qu'on puisse en faire. Ça se négocie, mais en fait, vu qu'on a, en termes de formation, on a vraiment quasiment tout sur Paris, il faut des arguments solides pour aller se former ailleurs, si vous voulez. C'est une spécialité qui est jeune et qui est vraiment en plein boom de la recherche en ce moment. Donc il y a tout le côté thérapeutique qui est en fait en train de se développer. J'ai parlé plusieurs fois du lutetium PSMA, donc qui est en train un petit peu de... Et le PSMA qui arrive dans les guidelines en fait pour les cancers de prostate, qui arrive pour le bilan d'extension. Donc ça sera soit cette année, soit l'année prochaine, qui sera officiellement dans les recos, je crois. Et il y a toute la partie thérapeutique du lutetium PSMA qui a fait faire une petite révolution, on va dire, dans le traitement ces dernières années. Et justement, du coup, les boîtes pharmaceutiques et aussi les médecins s'intéressent de plus en plus à comment traiter sur le même principe d'autres cancers. Si vous voulez, le PSMA, en fait, c'est une molécule qui est dite spécifique du cancer de la prostate et qui est effectivement assez spécifique. On rajoute un atome radioactif dessus qui va émettre certaines particules et ça va détruire les cellules cancéreuses, en théorie. Et du coup, ils essayent d'appliquer ça avec d'autres radio-éléments, donc d'autres atomes radioactifs, et aussi avec d'autres molécules vectrices. Donc par exemple, en couplant ça avec des anticorps qui pourraient aller se fixer sur les tumeurs, coupler ça avec des molécules d'immunothérapie, enfin voilà, plein de choses. C'est tellement large les recherches qu'ils sont en train de faire sur la partie thérapie que je pourrais pas tout balayer. Sur la partie imagerie, forcément il y a aussi le développement de nouveaux radiotraceurs à visée diagnostique pour des traitements pour des diagnostics de plus en plus spécifiques, si vous voulez. Parce que le glucose marqué c'est cool, mais du glucose il y en a vraiment partout. Là on essaye de se focus sur des traceurs qui soient vraiment spécifiques, on va dire, d'un cancer ou d'autres choses. Donc en ce moment il y a beaucoup un traceur qui s'appelle le FAPI qui est en train de se développer. C'est avec des fibroblastes marqués, il me semble, quelque chose comme ça, ou protéines de fibroblastes. Voilà, c'est en train de faire des recherches là-dessus et ils font vraiment... En fait, il y a tout un catalogue qu'on voit à sa clé sur ce qu'ils sont en train de chercher comme radioéléments et c'est... Il y en a énormément, quoi. Je pourrais pas vous faire la liste. Vous pouvez faire de la recherche évidemment juste en prenant de l'imagerie de certains patients dans certains domaines et faire de la quantification dessus. Quand vous êtes externe, vous entendrez peut-être parler du SUV max qu'on utilise pour mesurer en gros l'intensité en TEP scanner, mais il y a d'autres paramètres qu'on peut être à mesurer sur les examens, le volume métabolique par exemple, etc. Et ça se fait aussi, c'est de la recherche. Qu'est-ce qu'on peut mesurer qui aurait un impact pronostic, qui pourrait être déterminant, qui pourrait nous faire trancher de façon plus quantitative, si vous voulez, les examens. Il y a quoi d'autre ? Il y a l'intelligence artificielle. Alors, une des questions qu'on m'a souvent posées, c'est est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer les médecins nucléaires ? Écoutez, forcément je vais être biaisé, mais non. L'intelligence artificielle c'est un sujet qui m'intéresse, hein. On a plusieurs heures là-dessus à sa clé 1 où on aborde l'intelligence artificielle, comment ça fonctionne, etc. On a possibilité même de prendre des yeux optionnels pour se former dessus. Et franchement, il y a des trucs qui sont cool et qui peuvent nous aider. Et je pense que l'intelligence artificielle va effectivement un peu modifier la spécialité. Mais je pense que ça sera plus en mode aide, en mode pour faire du volume métabolique. Par exemple, je pense à Mondor où ils ont un logiciel pour le volume métabolique qui nous aide beaucoup. En fait, ça prend juste les images et ça vous donne le volume à la fin des lésions pathologiques. Ça peut vous aider à voir des foyers hypermétaboliques que vous auriez pas forcément relevés à l'œil nu. Il y a des gens qui bossent sur de l'IA pour faire des comptes rendus. Je suis pas persuadé. Enfin, je pense qu'il y aura toujours besoin d'un médecin nucléaire quand même derrière pour relire et adapter. Toute la partie interprétation et prise en compte de la clinique, ça je vois mal une intelligence artificielle le faire. Je pense que ça va modifier, mais que ça va pas nous remplacer.
Donc voilà, recherche, diagnostic, thérapeutique, IA. Franchement, si vous voulez faire de l'hospital universitaire, mais il y a un boulevard qui se présente à vous, quoi. Vous pouvez faire sur ce que vous voulez, sur la thématique que vous voulez. J'ai une chef qui travaille beaucoup sur la pédiatrie, est-ce que ça l'intéresse? Parce qu'il y a de la médecine nucléaire pédiatrique, hein. Que ce soit pour les lymphomes de l'enfant, les neuroblastomes ou des scintigraphies plus rares en neurologie, en os pour les infections, etc. Enfin, elle a décidé de faire une valence pédiatrie sur sa spécialité, enfin sur son exercice, pardon. Mais voilà, vous faites un petit peu ce que vous voulez, ce qui vous intéresse. Ce que j'ai peut-être oublié sur le côté innovation en plus de la recherche, c'est que il y a des groupes industriels qui sont très, très actifs, on va dire. Parce que c'est lucratif la médecine nucléaire, que ce soit pour les médecins ou pour les boîtes pharmaceutiques, hein. Donc forcément, si c'est lucratif pour eux, ils vont avoir tendance à développer, que ce soit pour les boîtes pharmaceutiques qui font les médicaments ou les industriels qui font nos machines, si vous voulez. Donc à l'avenir, il y aura probablement des machines de plus en plus performantes. Je pense à des TEP scanners qui font des acquisitions en moins de 5 minutes, si vous voulez, versus 15 minutes actuellement, versus 30 minutes il y a 10 ans. Donc des examens de plus en plus rapides, de meilleure qualité d'image. Mention pour la TEP IRM, où en fait à la place du scanner, on utilise une IRM, donc on a des images de TEP fusionnées avec une IRM qui peut avoir sa place dans certaines indications. C'est assez joli à regarder. Voilà, des machines de plus en plus performantes avec un meilleur confort pour les patients. Forcément, si la durée d'examen est moins longue, c'est mieux pour eux. Je pense aussi à des nouvelles caméras qu'on appelle avec des semi-conducteurs, où en fait, au lieu d'être allongé, le patient est plutôt assis en fait pour les scintigraphies myocardiques, et c'est plus de confort pour eux aussi. Et les acquisitions sont de plus en plus sensibles. Donc voilà, c'est tout ce côté aussi industriel qui se développe.